Histoire les plus fascinantes et mystérieuses du XXe siècle, l'évasion d'Alcatraz de 1962. Trois hommes, Frank Morris et les frères John et Clarence Anglin, ont défié l'impossible pour s'échapper de la prison la plus sécurisée d'Amérique. Ont-ils péri dans les eaux glaciales de la baie de San Francisco, comme le prétend le FBI, ou ont-ils réussi à déjouer le système et à vivre libre, peut-être même jusqu'à aujourd'hui? Dans cette vidéo, on va explorer chaque détail de leur plan ingénieux, décrypter les indices laissés derrière eux et examiner les théories qui continuent de diviser les experts. Préparez-vous pour une plongée dans un mystère qui défie le temps. Abonnez-vous, likez et let's get started. Alcatraz, le rocher imprenable. Alcatraz. Ce nom évoque immédiatement des images de barreaux d'acier, de vagues déchaînées et d'une forteresse dressée au milieu de la baie de San Francisco. Mais avant de plonger dans l'évasion légendaire, prenons un moment pour comprendre pourquoi Alcatraz était bien plus qu'une simple prison. C'était un symbole, une déclaration d'invincibilité face aux criminels les plus audacieux d'Amérique. L'histoire d'Alcatraz commence bien avant qu'elle ne devienne une prison fédérale. Découverte par les Espagnols en 1775, l'île fut nommée Isla de los Alcatraz, en référence aux pélicans qui y nichaient. Dans les années 1850, l'armée américaine transforma ce rocher battu par les vents en une forteresse militaire, équipée de canons pour protéger la baie contre les invasions. Pendant la guerre de sécession, elle servit de prison militaire, abritant des soldats confédérés et des dissidents. Mais ce n'est qu'en 1934, sous l'égide du département de la justice, qu'Alcatraz devint la prison fédérale que nous connaissons aujourd'hui. Le but d'Alcatraz était clair: briser les esprits des criminels les plus dangereux et les plus insoumis. Le FBI et le Bureau des prisons y envoyaient ceux qui refusaient de se plier aux règles des autres pénitenciers. Des figures légendaires comme Al Capone, George, Machine Gun, Kelly et Robert Stroud, surnommés le Birdman, y furent enfermés. Mais contrairement à ce que Hollywood a pu laisser croire, Stroud n'élevait pas d'oiseaux à Alcatraz, c'était à Leavenworth, une autre prison. Sur le rocher, la vie était bien plus dure. La conception d'Alcatraz était une leçon de contrôle absolu. Les cellules, minuscules, mesuraient à peine 1,5 mètre sur 2,7 mètres, avaient des barres aussi rapprochées qu'aucun outil improvisé ne pouvait les tordre. Des galeries de tir surplombaient les couloirs, permettant aux gardiens de surveiller chaque mouvement. La cour extérieure, exposée au vent et au brouillard, offrait peu de répit. Les ateliers blanchisserie, cordonnerie, métallurgie étaient conçus pour occuper les détenus tout en contrôlant strictement l'accès aux outils. Des projecteurs et des miradors couvraient chaque angle mort et l'unique accès à l'île se faisait par un ferry gouvernemental, rendant toute approche non autorisée impossible. La discipline était implacable. Les détenus vivaient selon une routine rigide, comptage fréquent, repas à heure fixe et un système de privilèges qui réduisait la vie à l'essentiel: nourriture, vêtements, abris, soins médicaux. Tout le reste, comme les visites, les lettres ou l'accès à la bibliothèque, devait être mérité. Pour les plus récalcitrants, le bloc D, l'unité d'isolement, était un cauchemar. Ces cellules sans fenêtres, surnommées le trou, plongeaient les prisonniers dans une obscurité quasi totale, brisant leur volonté. Mais le véritable gardien d'Alcatraz, c'était la baie de San Francisco. À 2 kilomètres du rivage le plus proche, l'eau, d'une température de 10 à 12 degrés Celsius, était une arme mortelle. Les courants, rapides et imprévisibles, pouvaient emporter même les nageurs les plus aguerris. Les marées formaient des tourbillons autour de l'île et une marée descendante vers le Golden Gate pouvait atteindre plusieurs nœuds. Les requins, bien que non agressifs, ajoutaient à la terreur psychologique. Depuis leurs cellules, les détenus entendaient les bruits de la ville, les cornes des ferries, les rires des bars, la musique flottant dans l'air. La liberté semblait si proche, mais la baie était une barrière infranchissable. Entre 1934 et 1963, date de la fermeture d'Alcatraz, 36 hommes tentèrent de s'évader en 14 tentatives. 23 furent repris, 6 abattus, 2 noyés confirmés. 5, dont les 3 héros de notre histoire, furent classés, disparus et présumés noyés. Sur le papier, Alcatraz restait invaincu. Mais en réalité, l'ingéniosité humaine testait sans cesse ses limites. Chaque tentative d'évasion forçait les autorités à resserrer les contrôles, à repenser les routines, à renforcer les barreaux. Pourtant, en 1962, 3 hommes allaient prouver que même le rocher avait ses failles. Les architectes de l'évasion. Entrons maintenant dans le cœur de l'histoire. Qui étaient Frank Morris et les frères Anglin, et comment ont-ils orchestré l'un des plans d'évasion les plus audacieux de l'histoire? Ces 3 hommes n'étaient pas des criminels ordinaires.
Leur intelligence, leur détermination et leur complémentarité ont transformé une idée folle en un exploit qui continue de fasciner le monde entier. Frank Morris, le cerveau de l'opération, est né en 1926 à Washington. Dès orphelin à 11 ans, il grandit dans des foyers d'accueil, développant un caractère solitaire et méfiant. Mais ce qui le distinguait, c'était son esprit. Avec un QI de 133, il était parmi les 2% les plus intelligents de la population. Calme, calculateur, il planifiait ses actions comme un joueur d'échecs. À l'adolescence, il volait déjà, cambriolant des bureaux et des commerces pour survivre. Mais contrairement aux délinquants impulsifs, Maurice réfléchissait toujours plusieurs coups à l'avance. Dans les années 1950, Maurice enchaînait les peines de prison en Floride, en Géorgie et en Louisiane. En 1955, il réalisa un exploit qui fit de lui une légende parmi les détenus. Il s'évada de la prison d'État de Louisiane à Angola. Pendant près d'un an, il vécut en cavale, planifiant des cambriolages et voyageant en autostop. Repris lors d'un braquage raté, il devint une cible prioritaire pour les autorités. En janvier 1960, le bureau des prisons prit une décision radicale. L'envoyer à Alcatraz sous le matriculal 1441, là où l'espoir d'évasion était censé s'éteindre. Sur le rocher, Maurice rencontra John et Clarence Anglin, deux frères originaires de Floride. Nés dans une famille pauvre de journaliers agricoles, les Anglin avaient grandi dans la rudesse. Habitués à nager dans les rivières et les lacs pour échapper à la chaleur, ils étaient à l'aise dans l'eau, même dans les conditions extrêmes. Au Michigan, où leur famille cueillait des cerises, ils plongeaient dans les eaux glacées du lac Michigan, défiant le froid et les courants. Cette résilience physique allait devenir un atout crucial. Les Anglin n'étaient pas des génies comme Maurice, mais ils avaient une qualité essentielle, une loyauté indéfectible. Ils braquaient des banques ensemble, toujours la nuit pour éviter les victimes. Obstinés, courageux, ils étaient le complément parfait à l'intellect de Maurice. À Alcatraz, les trois hommes se rapprochèrent rapidement, rejoints par un quatrième complice, Allen West, un voleur de voitures connu pour son tempérament imprévisible mais ses talents manuels. Le plan d'évasion commença à prendre forme en décembre 1961. Grâce à un coup de chance, l'un des hommes trouva des lames de scie abandonnées dans la cour. Sous la direction de Maurice, ces débris devinrent les outils d'un projet digne d'un film hollywoodien. Ils fabriquèrent des perceuses improvisées en utilisant le moteur d'un aspirateur cassé et des cuillères durcies. Nuit après nuit, ils attaquèrent le béton friable autour des grilles de ventilation de leurs cellules. Pour masquer le bruit, Maurice jouait de l'accordéon pendant l'heure de musique, couvrant le crissement du métal. Les progrès étaient lents, mais leur patience était sans faille. Ils creusèrent des trous minuscules, puis de plus en plus grands, jusqu'à ce que chaque ouverture puisse laisser passer un homme. Derrière les murs, ils découvrirent un couloir technique, un passage étroit et non surveillé. Au-dessus, un grenier oublié des gardiens devint leur atelier clandestin. Là, ils accumulèrent leur matériel, plus de 50 imperméables volés à la blanchisserie, transformés en gilets de sauvetage et en un radeau de 1,8 m sur 4,2 m. Maurice, inspiré par un article de Popular Mécanique, utilisa les tuyaux de vapeur de la prison pour vulcaniser les coutures du radeau, les rendant étanches. Ils taillèrent des pagaies dans des chutes de bois et convertirent un concertina volé en pompe à air. Mais le défi le plus astucieux était de tromper les gardiens. Pendant des semaines, ils expérimentèrent avec du savon, du papier toilette, de la poussière de béton et du dentifrice pour créer des têtes factices. Peintes avec des pigments volés et ornées de cheveux récupérés au salon de coiffure, ces têtes, posées sur des oreillers, donnaient l'illusion de détenus endormis. Au printemps 1962, tout était prêt, les outils, le radeau, les leurs. Il ne manquait qu'une nuit parfaite et une marée favorable. La nuit de l'évasion. Le 11 juin 1962, l'heure de vérité arriva. Après des mois de préparation méticuleuse, Frank Morris, John et Clarence Anglin étaient prêts à défier Alcatraz. Mais pour Allen West, le quatrième homme, le destin en décida autrement. Quelques jours plus tôt, par prudence, West avait renforcé le béton autour de sa grille de ventilation avec une pâte artisanale, craignant qu'il ne s'effrite trop tôt. Cette nuit-là, la pâte avait durci comme du roc. Malgré ses efforts frénétiques avec des cuillères et des outils improvisés, il ne parvint pas à dégager sa grille à temps. Lorsque ses complices disparurent dans l'obscurité, West resta seul, fixant le couloir vide qui aurait dû le mener à la liberté. Vers 22 heures, Maurice et les Anglin sortirent de leurs cellules par les trous creusés dans le béton. Ils grimpèrent dans le couloir technique, saisirent leur matériel caché dans le grenier et entamèrent une ascension périlleuse. Escaladant des conduites de service comme des alpinistes, ils montèrent 10 mètres jusqu'à une grille d'aération sur le toit. Les boulons, sabotés des semaines plus tôt, cédèrent facilement.
À l'air libre, ils gagnèrent l'arrière de la prison, glissant le long d'une conduite de ventilation de 15 mètres jusqu'au sol. Rampant sous des barbelés, ils franchirent 2 clôtures et atteignirent la rive nord-est, un angle mort des Miradors. Là, ils déployèrent leur radeau, un chef-d'œuvre d'ingéniosité carcérale. Cousu à partir de 50 imperméables, scellé par vulcanisation, l'engin mesurait 1,8 mètres sur 4,2 mètres. Ils gonflèrent le radeau avec leurs pompes improvisées. Vers minuit, poussèrent l'embarcation dans les eaux noires et glaciales de la baie. Pendant ce temps, leurs têtes factices trompaient les gardiens lors des ronds nocturnes. Au matin, la supercherie fut découverte. Un gardien, tentant de réveiller Maurice, fit tomber une tête en papier mâché, qui s'écrasa au sol. Les sirènes hurlèrent, les projecteurs s'allumèrent, et Alcatraz entra en confinement. La chasse à l'homme qui suivit fut l'une des plus massives de l'histoire. La garde côtière, le FBI, la police locale et le bureau des prisons fouillèrent la baie et les rivages. Des hélicoptères survolèrent l'eau, des vedettes scrutèrent les courants. Pendant 10 jours, chaque recoin fut passé au peigne fin. Des indices apparurent, alimentant espoir et doute. Le 12 juin, une pagaie fut retrouvée près d'Angel Island, leur possible point d'arrivée. Un portefeuille en plastique, contenant des photos et des noms liés au Anglin, refit surface non loin. Le 21 juin, des morceaux d'imperméable dérivèrent près du Golden Gate Bridge, suivis d'un gilet de sauvetage artisanal à 50 mètres d'Alcatraz. Mais aucun corps, aucune trace définitive des 3 hommes. Le FBI conclut à la noyade. Les eaux de la baie, disait-il, étaient trop froides, les courants trop violents. Pourtant, des questions persistaient. Pourquoi aucun corps n'avait-il été retrouvé, alors que d'autres évadés noyés avaient échoué sur les plages? Pourquoi des objets personnels, si précieux pour des fugitifs, avaient-ils été abandonnés? Et pourquoi la famille des Anglin rapportait-elle des contacts étranges, coups de fil silencieux, cartes anonymes, bouquets de fleurs envoyés chaque fête des mères? Cette nuit du 11 juin 1962 n'était pas seulement une évasion. C'était un défi lancé à l'autorité, une démonstration que l'ingéniosité humaine pouvait triompher des systèmes les plus oppressifs. Mais qu'est-il vraiment arrivé à Maurice et aux Anglin? La réponse se trouve peut-être dans les indices qu'ils ont laissés derrière eux ou dans ceux qui ont émergé des décennies plus tard. Les indices et le mystère persistant. L'évasion d'Alcatraz ne s'est pas arrêtée au moment où Maurice et les Anglin ont disparu dans la baie. Au fil des décennies, des indices, des rumeurs et des témoignages ont maintenu le mystère en vie, défiant la version officielle du FBI. Plongeons dans les éléments qui suggèrent que les 3 hommes pourraient avoir réussi l'impossible. Dès les premiers jours, des détails troublants émergèrent. Un policier de San Francisco, Robert Shecky, affirma avoir vu, vers 1 heure du matin le 11 juin 1962, un bateau sans lumière dérivant près d'Alcatraz. Une personne à bord agitait une lampe de poche, comme pour signaler à des nageurs. Le bateau disparut sous le Golden Gate Bridge, mais le FBI rejeta ce témoignage, privilégiant la théorie de la noyade. Pourtant, pour la famille Anglin, ce n'était que le début des anomalies. Rachel Anglin, la mère des frères, reçut des cartes postales anonymes, certaines vierges, d'autres avec des messages cryptiques. Des appels téléphoniques sans réponse, marqués par une respiration lourde, devinrent fréquents. Chaque fête des mères, jusqu'à sa mort en 1973, un bouquet de fleurs anonymes arrivait. À ses funérailles, 2 femmes inhabituellement grandes, au maquillage exagéré, pleurèrent devant le cercueil avant de disparaître. La famille y vit un signe. John et Clarence, déguisés, étaient venus rendre un dernier hommage. En 1975, une photo troublante refit surface. Prétendument prise au Brésil par Fred Brizet, un ami des Anglin, elle montrait 2 hommes près d'une termitière. Brizet, un trafiquant de drogue, affirma qu'il s'agissait des frères. Des experts médico-légaux, engagés par la famille, conclurent que les hommes étaient, très probablement, John et Clarence. En 2016, une analyse par intelligence artificielle d'IdenTV et Rodco confirma cette hypothèse, bien que des sceptiques pointent le passé douteux de Brizet. En 2013, une lettre manuscrite fit trembler le dossier. Signée John Anglin. Elle affirmait « Je me suis évadé d'Alcatraz en juin 1962 avec mon frère Clarence et Frank Maurice. J'ai 83 ans, j'ai un cancer. Oui, nous nous en sommes sortis, mais de justesse. » L'auteur prétendait que Maurice était mort en 2008, Clarence en 2011, et proposait de se rendre en échange d'un traitement médical et d'une peine légère. Le FBI analysa la lettre, mais les tests d'ADN et d'empreintes furent inconclusifs. Officiellement, ils la qualifièrent de canular, mais le doute persistait. La science a également ébranlé la version officielle. En décembre 1962, un autre détenu,
John Paul Scott nagea 5 km jusqu'au Golden Gate, prouvant que la traversée était possible. En 2014, des chercheurs néerlandais de l'université de Delft modélisèrent les marées de la nuit de l'évasion. Leur conclusion: si les évadés étaient partis entre 23h30 et minuit, les courants les auraient portés vers Orshaw Bay, près du Golden Gate. Les débris retrouvés, pagaies, gilets, imperméables correspondaient précisément à cette trajectoire. La théorie du Brésil reste la plus persistante. Les neveux des Anglins affirment que leurs oncles se sont réfugiés en Amérique du Sud, cultivant la terre et élevant des familles. Des tests ADN, soi-disant réalisés dans les années 2010, suggèrent des liens familiaux, bien que non publiés. Si c'est vrai, Maurice et les Anglins auraient vécu des décennies en liberté, loin des radars du FBI. L'héritage d'Alcatraz et les théories modernes. L'évasion d'Alcatraz n'est pas seulement une histoire de criminels défiant une prison. C'est une réflexion sur l'ingéniosité humaine, la quête de liberté et la fragilité des systèmes, même les plus perfectionnés. Alors, qu'est-il vraiment arrivé à Frank Morris, John et Clarence Anglin? Explorons les théories modernes et l'héritage de cet exploit. La version officielle du FBI reste inchangée. Les 3 hommes se sont noyés. Les eaux glaciales, les courants traîtres et l'absence de corps retrouvés soutiennent cette hypothèse. Mais les failles dans ce récit sont nombreuses. Pourquoi des objets personnels, si soigneusement préparés, ont-ils été abandonnés? Pourquoi la famille des Anglins a-t-elle reçu des signes aussi troublants? Et pourquoi la science suggère-t-elle que la traversée était réalisable? Une théorie populaire veut que les évadés aient été aidés. Le témoignage de Shecky sur le bateau mystérieux suggère qu'un complice aurait pu les récupérer. Certains pensent que des membres de la pègre, peut-être liés aux anciens braquages des Anglins, ont orchestré leur fuite. Une autre hypothèse pointe vers le Mexique ou l'Amérique du Sud, où les frères auraient pu se fondre dans la population grâce à leur expérience de vie discrète en cavale. L'héritage d'Alcatraz va au-delà de l'évasion. La prison ferma en 1963, un an après l'incident, en partie à cause des coûts élevés, mais aussi parce que l'évasion avait terni son image d'inviolabilité. Aujourd'hui, Alcatraz est un site touristique, attirant des millions de visiteurs fascinés par son histoire. Le mystère de 1962 alimente des livres, des films comme L'évadé d'Alcatraz avec Clint Eastwood et des documentaires. Chaque nouvel indice ou une lettre, une photo, une analyse scientifique ravive le débat. Les US Marshals, contrairement au FBI, n'ont jamais clos l'enquête. Les 3 hommes, s'ils sont vivants, seraient aujourd'hui dans leurs 90 ans. Peu probable, mais pas impossible. Les neveux des Anglins continuent de croire en leur survie, s'appuyant sur les indices familiaux et les récits de Brizet. La technologie moderne, comme la reconnaissance faciale et les modélisations des courants, penche en faveur d'une évasion réussie, mais sans preuve définitive, le mystère reste entier. Les investigations post-évasion et les failles du FBI. Après la découverte de l'évasion le matin du 12 juin 1962, Alcatraz devint le théâtre d'une chasse à l'homme sans précédent. Le FBI, la garde côtière, le bureau des prisons et la police de San Francisco mobilisèrent des ressources colossales pour retrouver Frank Morris et les frères Anglin. Mais au-delà de l'effort initial, les investigations qui suivirent révélèrent des failles dans la version officielle et alimentèrent le mystère. Dans cette partie, nous allons explorer les détails de la traque, les indices découverts et les critiques adressées au FBI. Dès les premières heures, les autorités comprirent qu'elles n'avaient pas affaire à une évasion ordinaire. Les têtes factices, le radeau artisanal et les trous creusés dans le béton montraient un niveau de planification qui défiait l'image d'invincibilité d'Alcatraz. Les gardiens, humiliés, durcirent immédiatement les protocoles. Les comptages devinrent plus fréquents, les outils furent surveillés de près et les grilles de ventilation furent renforcées. Mais il était trop tard, les 3 hommes avaient disparu et la baie gardait ses secrets. La chasse à l'homme couvrit un territoire immense. Des vedettes patrouillèrent dans les courants glacés, des hélicoptères survolèrent la baie et des équipes fouillèrent les rivages d'Angel Island, de Marin County et du Golden Gate. Les indices retrouvés étaient minces mais troublants. Une pagaie artisanale, taillée dans du bois de récupération, flottait près d'Angel Island, à environ 3 km d'Alcatraz. Un portefeuille en plastique contenant des photos de famille et des noms liés aux Anglins apparut dans les mêmes eaux. Quelques jours plus tard, des lambeaux d'imperméable et un gilet de sauvetage artisanal dérivèrent près du Golden Gate Bridge. Ces découvertes suggéraient que les évadés avaient au moins atteint la baie. Mais où était leur corps? Le FBI s'appuya sur la puissance des courants et la température de l'eau pour conclure à la noyade. À 10 à 12 degrés Celsius, l'hypothermie frappe en quelques minutes et les marées de la baie peuvent emporter un nageur à des kilomètres. Pourtant, cette conclusion rapide souleva des questions.
Dans les cas précédents d'évasion ratée, les corps des noyés avaient été retrouvés sur les plages en quelques jours. Pourquoi pas cette fois? Les objets personnels, si soigneusement fabriqués, semblaient abandonnés de manière étrange, comme si les évadés avaient voulu brouiller les pistes. Les critiques ne tardèrent pas. Les familles des Anglin, en particulier, remirent en question l'enquête. Rachel Anglin, leur mère, reçut des signes troublants, des cartes postales anonymes, des appels silencieux et des bouquets de fleurs livrés chaque fête des mères jusqu'à sa mort en 1973. Ces indices, bien que circonstanciels, suggéraient que les frères étaient vivants et tentaient de communiquer discrètement. Le FBI, cependant, rejeta ces éléments comme des coïncidences, préférant s'en tenir à sa théorie. Un témoignage clé fut également ignoré. Robert Shecky, un policier de San Francisco, affirma avoir vu un bateau sans lumière près d'Alcatraz vers 1 heure du matin le 11 juin. Une lampe de poche clignotée à bord, comme pour signaler à des nageurs. Le FBI écarta ce récit, le jugeant peu fiable. Mais pour les sceptiques, ce bateau pouvait indiquer l'intervention d'un complice, peut-être un ancien associé des Anglin issu de leur braquage. Cette hypothèse, bien que spéculative, ajoutait une couche de complexité à l'enquête. Les failles du FBI devinrent encore plus évidentes avec le temps. En 1962, les technologies d'investigation étaient limitées. Pas de drones, pas d'analyse ADN avancée, pas de modélisation des courants maritimes. Les autorités s'appuyaient sur des patrouilles visuelles et des rapports manuels, ce qui laissait des zones d'ombre. De plus, le FBI semblait pressé de clore l'affaire pour préserver la réputation d'Alcatraz. En déclarant les hommes noyés, ils évitaient d'admettre qu'une évasion avait réussi sous leur nez. Les investigations prirent un tournant inattendu dans les années suivantes. En 1975, une photo prétendument prise au Brésil par Fred Brizet, un ami des Anglin, montra 2 hommes ressemblant aux frères. Des experts médico-légaux, engagés par la famille, estimèrent que les similitudes physiques étaient frappantes. Bien que Brizet, un criminel condamné, manquait de crédibilité, cette photo raviva les spéculations. Pourquoi le FBI n'approfondit-il pas cette piste? Était-ce un manque de ressources ou une volonté de protéger l'image du rocher? En 2013, une lettre anonyme signée John Anglin secoua à nouveau l'enquête. L'auteur affirmait que les 3 hommes s'étaient échappés, mais à peine. Maurice serait mort en 2008, Clarence en 2011, et l'auteur, atteint d'un cancer, proposait de se rendre en échange d'un traitement médical. Le FBI analysa la lettre, mais les tests d'ADN et d'écriture furent inconclusifs. Officiellement, ils la classèrent comme une farce. Pourtant, pour les proches des Anglin, elle renforçait l'idée que les frères avaient survécu. Ces indices, bien que fragmentaires, montrent que l'enquête du FBI n'était pas sans faille. La précipitation à conclure à la noyade, le rejet des témoignages et l'absence de suivi sur les pistes internationales laissent penser que les autorités ont peut-être sous-estimé l'ingéniosité des évadés. Dans la prochaine partie, nous explorons les théories alternatives sur leur destination et leur vie après l'évasion. Les théories alternatives, où sont-ils allés? L'évasion d'Alcatraz n'a pas seulement défié les murs de la prison, elle a défié l'imagination. Si Frank Morris et les frères Anglin n'ont pas péri dans la baie, où sont-ils allés? Dans cette partie, nous allons plonger dans les théories alternatives, des plus plausibles aux plus audacieuses, pour tenter de retracer leur possible parcours après cette nuit fatidique du 11 juin 1962. La théorie la plus répandue pointe vers l'Amérique du Sud, en particulier le Brésil. Les neveux des Anglin, Kenneth et David Widner, ont longtemps soutenu que leurs oncles s'étaient réfugiés là-bas. Cette hypothèse s'appuie sur plusieurs éléments. D'abord, la photo de 1975, prise par Fred Brizet, montrant 2 hommes ressemblant aux frères Anglin. Bien que controversée, une analyse par intelligence artificielle en 2016 conclut que les hommes étaient très probablement John et Clarence. Ensuite, les récits familiaux, les cartes anonymes, les fleurs envoyées à leur mère et les étranges visiteurs aux funérailles de Rachel Anglin en 1973. Certains membres de la famille pensent même que des tests ADN, réalisés dans les années 2010 au Brésil, auraient révélé des liens familiaux, bien que ces résultats n'aient jamais été rendus publics. Pourquoi le Brésil? À l'époque, c'était une destination prisée pour les fugitifs. L'absence d'accord d'extradition avec les États-Unis, une vaste campagne où se fondre et une culture accueillante pour les étrangers en faisaient un refuge idéal. Les Anglin, habitués à vivre modestement, auraient pu se réinventer comme agriculteurs ouvriers, loin des regards. Maurice, avec son intelligence, aurait pu orchestrer leur nouvelle vie, utilisant ses talents de stratège pour éviter les autorités. Une autre théorie suggère le Mexique. Les frères Anglin, originaires de Floride, connaissaient bien les réseaux de contrebande et les routes vers l'Amérique latine.
Le Mexique, plus proche que le Brésil, aurait été une première étape logique. Des rumeurs circulent sur des contacts entre les Anglins et des associés criminels à Tijuana ou Acapulco, où ils auraient pu se cacher temporairement avant de poursuivre plus loin. Cette hypothèse est renforcée par le témoignage de Robert Shecky, qui mentionna un bateau suspect près d'Alcatraz. Un complice aurait pu les emmener directement à un port, puis vers la frontière mexicaine. Et voilà l'histoire de l'évasion d'Alcatraz, un puzzle qui nous captive encore aujourd'hui. Frank Morris et les frères Anglin ont-ils défié le rocher et vécu libres, peut-être au Brésil ou ailleurs? Ou ont-ils été vaincus par la baie, comme le prétend le FBI? Les indices, la pagaie, le portefeuille, la lettre de 2013, les analyses scientifiques laissent place à toutes les hypothèses. Ce qui est sûr, c'est que leur exploit a marqué l'histoire, prouvant que l'ingéniosité humaine peut défier les barreaux les plus solides. Qu'en pensez-vous? Partagez votre théorie dans les commentaires, likez si vous avez aimé plonger dans ce mystère, et abonnez-vous pour d'autres histoires de true crime. À bientôt et restez curieux.